Bonjour, Bonjour. Xavier Dupont est heureux de vous voir et discuter avec vous de la question de la santé et de la question du risque de santé. Bon, alors la santé est un bien, tout le monde va en convenir, hein. D'ailleurs on se souhaite lorsque l'on lève son verre, hein, santé. Mais c'est un bien qui ne dépend pas entièrement de nous, même s'il y a des injonctions à prendre soin de sa santé, un devoir de bonne santé, on en a parlé avec Christine Clavien auparavant, hein. Et la conservation de cette santé, surtout quand elle ne va pas très bien, peut financièrement nous ruiner. Alors, peut-être pas tellement dans nos pays, bien qu'il faudrait voir, mais on peut penser aux États-Unis, hein, dans des pays où la couverture sociale est faible, ça peut devenir extrêmement cher. Et c'est pour éviter sans doute ce type de risque qu'on a décidé de mutualiser la santé par un système d'assurance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mutualiser la santé? Qu'est-ce que c'est qu'un bien mutualisable pour la juriste que vous êtes? Alors, pour moi, quand je parle de biens mutualisables, c'est plutôt les coûts de la préservation de la santé qui vont être mutualisés ou qui sont mutualisables. C'est au fond cette idée qu'on va se mettre ensemble, on va créer un groupe, une communauté de risque qui va alimenter un pot commun et ensuite, avec ce pot commun, on pourra payer les soins de santé d'un des membres du groupe qui en aura besoin. Ça, c'est la mutualisation dans sa plus pure expression. Et vous avez raison, c'est effectivement le moyen qu'on a choisi en Suisse pour éviter que le recours à des soins de santé conduise à la pauvreté. On a choisi ce mécanisme de l'assurance sociale. Et la mutualisation, au fond, suppose qu'on soit beaucoup à avoir les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Et au fond, la question qui se pose aujourd'hui de plus en plus, c'est de savoir si on a vraiment tous les mêmes problèmes de santé et savoir si on souhaite tous les mêmes solutions. Voilà, vous faites référence ici à ce qu'on appelle la médecine de précision, médecine personnalisée. C'est ça. Au fond, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, on a bientôt chaque pathologie, même chaque patient aura le traitement qui est le plus adapté pour lui-même. C'est plus comme au début du XXe siècle où quand on avait un cancer finalement. Voilà, peu importe lequel. Aujourd'hui, on a une sous-catégorie avec un sous-type et on est 3 dans le monde à avoir cette maladie-là. Est-ce que c'est encore possible de financer les soins de ce type de soins par un système de mutualisation? C'est ça, mais alors, qu'est-ce que vous pensez à des solutions alternatives ou... J'aimerais bien, peut-être que j'aurai le prix Nobel. Je ne sais pas. Alors, je suis assez convaincue que le système de l'assurance sociale pour le financement des soins de santé est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. En tout cas, dans la manière dont on la pratique aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui peut encore s'appliquer, on va dire, pour une première couche de soins, des soins, on va dire, quotidiens, des soins habituels, par exemple, le check-up chez votre généraliste ou peut-être une petite intervention de routine. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit un modèle qui convienne encore pour financer des soins plus coûteux et plus personnalisés, aussi parce que, et ça c'est un autre problème, les cercles de solidarité se déplacent. Et les gens, aujourd'hui, ne sont plus forcément d'accord d'être solidaires avec n'importe qui aurait tout et n'importe quoi, finalement. Enfin, quand on dit solidaire, on dit souvent la solidarité, mais on oublie peut-être de dire solidaire avec qui. Voilà. Et ça, je pense que c'est un des autres gros enjeux du financement des soins de santé. C'est qu'on entend aujourd'hui de plus en plus les gens dire « mais pourquoi est-ce que je paierais pour le cancer du poumon d'un tel alors que moi, je ne fume pas? Pourquoi est-ce que je financerais le traitement anti-cholestérol de XY alors que moi, je ne mange pas de viande ?» Et ce ne sont pas des gens qui ne sont pas solidaires, parce que ces mêmes gens sont capables de financer, de participer à une campagne de crowdfunding pour un patient atteint d'une maladie rare dont le traitement n'est pas pris en charge. Donc on ne peut pas dire que les gens sont moins solidaires, je pense. On doit dire qu'ils sont solidaires différemment. Et c'est ce déplacement, ce que j'appelle le déplacement des cercles de solidarité, rend le projet social assurance maladie très difficile. D'accord. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi que cette mutualisation, ça implique dans le fond une attitude un petit peu, disons, qui n'est pas désirable, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de prévention, puisque de toute façon, on sait qu'on va être pris en charge par la collectivité. Alors ça, c'est effectivement un risque de se dire finalement, je m'en fiche, il y a quelqu'un qui va payer pour moi, donc peu importe.
Je ne suis pas sûre qu'en matière de santé, on ait vraiment cette notion-là, parce que finalement, on a quand même tous envie d'être en bonne santé et de vivre bien le plus longtemps possible. Donc je ne pense pas qu'il y ait des gens qui fument dans le désir conscient de mourir d'un cancer des poumons. Je ne pense pas à ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a actuellement un système d'assurance maladie qui n'encourage pas la médecine de prévention. Les soins curatifs sont beaucoup mieux pris en charge que les soins préventifs. Et ça, à mon avis, c'est aussi quelque chose de problématique. C'est pas très logique conceptuellement. On ferait mieux de financer des traitements préventifs pour que les gens ne tombent pas malades, pour pas devoir les soigner. Et peut-être que là, il y a un changement de focus qui devrait être opéré. C'est une question de prévention ou de responsabilité, somme toute, parce qu'on pourrait se dire, bon, on ne finance pas assez la prévention, mais en même temps, on n'encourage pas vraiment la responsabilité, puisque les gens savent que, quoi qu'il y arrive, comme vous dites, on ne fait pas exprès de tomber malade quand même, parce qu'on souffre. Oui. Il y a cet aspect des choses. Mais est-ce que ce serait un système un peu déresponsabilisant ? Alors, c'est un peu le grand débat autour du financement de la médecine de prévention. On vit en Suisse dans un pays qui est très imprégné par la philosophie libérale. Notre constitution proclame que chaque personne est responsable d'elle-même. Et c'est ce qui fait obstacle à un meilleur financement des soins de prévention. C'est qu'au fond, on estime que chacun est responsable de lui-même, de sa santé, et que chacun doit faire les efforts nécessaires pour ne pas impacter le groupe, donc pour rester en bonne santé et ne pas coûter aux autres. Et ça, évidemment, c'est un postulat qui est très intéressant. Je pense que c'est un postulat qui peut être mis en œuvre dans une société où tout le monde a les moyens de manger sainement, où tout le monde a les moyens de pratiquer du sport, tout le monde a les moyens d'avoir une activité lucrative dans laquelle il s'épanouit. Je ne suis pas tout à fait sûre que notre société actuelle permette cette vie magnifique. Elle le permet certainement pour un certain nombre de personnes, mais pas pour les autres. Et les autres sont les plus pauvres. Et c'est justement eux qui auraient besoin de l'appui de l'assurance sociale, à mon avis, pour pouvoir mieux gérer leur santé. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que le système actuel, c'est... Quand quelqu'un est malade, c'est qu'il prend dans la poche des autres pour se guérir. Il y a un côté individualiste, on est tous des individus et puis on met tous une somme. Et quand j'ai besoin, je prends la somme que les autres, d'une certaine manière, ont mis à ma disposition. Et ce n'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Est-ce qu'on pourrait se dire peut-être qu'il faudrait voir le système de santé, c'est qu'on se met ensemble pour pouvoir financer des soins, même chers pour tout le monde. Oui. Eh bien, ça c'est le prochain défi. La question, au fond, c'est de savoir après comment on règle ce financement. Parce que l'assurance maladie est un minimum solidaire, c'est-à-dire qu'elle met simplement les gens ensemble pour créer cette communauté dont j'ai parlé. Mais là où elle n'est pas solidaire du tout, c'est qu'elle ne tient pas compte des revenus des gens. On paye tous la même chose. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on paye tous la même prime d'assurance maladie avec des variations selon votre caisse. Les personnes les plus démunies peuvent avoir recours à des subsides, mais il faut être très démunis pour y avoir accès. Et ça, je pense que c'est quelque chose de problématique, au fond. Alors, l'idée qui est là derrière, c'est de dire, on veut que les soins de santé coûtent le moins cher possible, donc on va tous, au fond, comme vous l'avez dit très justement, mettre la main à la pâte pour que le système dans sa globalité coûte le moins cher possible. Donc, vous n'allez pas aller chez le médecin parce que vous avez un petit rhume, vous n'allez pas aller chez le médecin parce que vous avez une petite plaque qui gratte. Mais je pense que c'est quelque chose qui a démontré ses limites aujourd'hui. Oui, d'autant qu'il est possible aussi que l'inquiétude par rapport à notre santé ait augmenté plutôt dans notre société que diminué. Oui, alors augmenté, et puis surtout, on vit dans une société hygiéniste. La société aujourd'hui attend de nous qu'on court tous les jours 20 km, qu'on mange pas de viande, qu'on mange des légumes bio, des fruits bio, qu'on se comporte finalement d'une manière à préserver non seulement notre santé, mais aussi celle des autres. Oui, j'aimerais aussi peut-être revenir sur quelque chose que vous avez dit. Enfin, on a un système qui va bien pour financer les soins, les premiers soins, comme un check-up, mais le problème, c'est que parfois, c'est en faisant mon check-up de routine que je découvre un cancer qui peut répondre à des médicaments nouveaux, donc très chers. Comment on gère ça ? C'est ça toute la difficulté. C'est ça toute la difficulté. Et la difficulté est que l'assurance maladie, dans son fonctionnement actuel,
mais des cotels, donc définis de manière assez stricte, quels traitements vont être pris en charge, à concurrence de quel montant, etc. Il y a notamment le principe de l'économicité qui commande qu'on choisisse toujours le traitement le moins coûteux, à efficacité égale. Et au fond, ce qui devient difficile, c'est que très souvent, lors de votre check-up, on va découvrir que vous avez une pathologie qui nécessite un traitement qui coûte très cher. Et là, votre assurance maladie va venir vous dire, oui, mais ça, c'est un traitement que nous, on ne prend pas en charge. Et au fond, vous vous retrouvez avec un traitement, une maladie, un traitement qui existe, mais vous êtes dans l'impossibilité concrète d'accéder à ce traitement parce que vous n'avez pas l'argent et vous n'avez pas un organisme qui va financer pour vous. Je parlais tout à l'heure du développement du crowdfunding médical, c'est-à-dire les gens qui appellent sur les réseaux sociaux, qui lèvent des fonds sur les réseaux sociaux pour financer un traitement. C'est une conséquence de ça. C'est ça. Et pour finir, dans le fond, le système qui devait nous préserver de la ruine, nous ruine quand même, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et peut nous conduire à la mauvaise santé, puisque finalement, si vous n'avez pas trop d'argent, vous allez renoncer à faire ce check-up chez votre médecin, qui ne sera pas couvert par l'assurance maladie, puisque vous avez une franchise à payer, et donc vous allez peut-être prendre 6 mois, 1 année, 18 mois de retard dans le diagnostic de votre maladie, et quand on vous la diagnostiquera, ce sera trop tard finalement, et on devra vous traiter avec des choses beaucoup plus chères, beaucoup plus coûteuses que si on avait pu poser le diagnostic 18 mois en amont. C'est ça. Mais c'est vrai que d'un côté, notre système rencontre des limites vis-à-vis des pathologies chères, mais d'un autre côté, on peut se demander si ce n'est pas la société elle-même qui va rencontrer des limites, parce que l'enveloppe des fonds publics qu'on récolte par l'impôt, c'est une somme limitée, d'une certaine manière, et la somme qui est dévolue à la santé, c'est une partie, alors c'est plus ou moins élastique, une partie de cette somme. Est-ce qu'on ne risque pas de se trouver, je ne sais pas, c'est plutôt un aspect économique que juridique, peut-être, mais est-ce qu'on ne risque pas de se trouver devant une impasse? Je pense que ce n'est pas économique. En fait, c'est de l'économie domestique. Quand vous avez un budget à gérer, vous savez où vous voulez mettre vos priorités. Peut-être que vous avez envie d'avoir un loisir extrêmement onéreux et que pour le financer, vous accepterez peut-être de louer un appartement avec une pièce de moins. Voilà. Et finalement, c'est exactement la même chose avec les finances publiques. Vous avez un budget. Qu'est-ce que vous voulez financer avec ce budget-là? Est-ce que vous préférez financer des écoles, des crèches, des routes, le système de santé ou, par exemple, supprimer les impôts pour des grandes sociétés pour que ces personnes viennent s'installer et créer des emplois? Voilà, c'est des questions de priorité. Et je pense qu'on va aujourd'hui vers un monde où en tout cas les citoyennes et les citoyens auront de plus en plus envie de pouvoir accéder à des soins de qualité en tout temps, finalement, quand ils en ont besoin. Et je pense qu'on va devoir augmenter la part du budget public qui va être affecté à la santé. On va être obligé de le faire. Oui, parce qu'il y a encore une deuxième discussion, mais qui est bien dans le même cadre, c'est financer la prise en charge du grand âge. Voilà. Moi-même, j'avance nettement en âge, gentiment, et on se rend bien compte qu'effectivement, ce qu'on appelle les EMS, ça coûte cher, et que les familles ont souvent pas de quoi le financer, ou bien on ne veut pas le demander aux familles pour ne pas les mettre dans une situation financière difficile. Mais par exemple, en France, ils sollicitent les enfants directs. Oui. Comment est-ce que cette prise en charge du grand âge entre dans le paysage que vous voyez? Alors, moi, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est l'os qu'il va absolument falloir ronger assez rapidement. Pour moi, c'est vraiment un des très, très grands problèmes. On a actuellement un système qui est un peu bizarre parce qu'on a l'assurance maladie qui participe au financement des soins, mais qui participe seulement, qui ne les paye pas intégralement. C'est majoritairement les cantons qui sont au front, qui doivent financer cette prise en charge par l'impôt. Et c'est pour les cantons que les choses vont devenir vraiment très, très difficiles parce que de par la loi, la contribution de l'assurance maladie reste limitée finalement. Elle est assez facilement budgétisable, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les dépenses des cantons. Donc je pense que là, il y a vraiment une grande réflexion à faire. Avec aujourd'hui plusieurs tensions. Le système tel qu'il est conçu fait que l'assurance maladie aura intérêt à ce que les gens aillent dans des EMS, alors que les cantons ont intérêt à ce que les gens restent à la maison. Donc déjà là, on a une contradiction.
Ensuite de ça, il y a des différences culturelles aussi. La Suisse allemande a beaucoup plus intégré la culture de l'EMS. Les gens vont séjourner en EMS beaucoup plus jeunes, alors qu'en Suisse romande, on est dans une phase de dés-EMSisation. C'est ça, il faut être au bout du rouleau pour y arriver. Voilà, on entre en fait très très tard en EMS ouais. et on va essayer de rester à la maison le plus longtemps possible. Et la question qui se pose là aussi, c'est de savoir si l'assurance sociale reste le bon moyen pour financer la dépendance. Est-ce qu'il faudrait créer une nouvelle assurance sociale? C'est toujours une piste intéressante de réfléchir à la création d'une nouvelle assurance sociale. Moi, j'y crois pas trop personnellement parce que c'est très difficile de créer des nouvelles assurances sociales en Suisse, sauf des assurances, comment dire, qui collent au mode de vie des 40, ouais, on va dire des 35-50 ans, c'est-à-dire congé paternité, congé parental, etc. Mais une assurance dépendance, je ne pense pas qu'elle aurait de grandes chances de succès. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit laisser ça dans l'assurance ou est-ce que finalement ça doit repartir dans les finances publiques avec des modalités, enfin un budget qui doit être affecté pour ça. Ouais. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup Anne-Sylvie Dupont d'avoir répondu à nos questions sur le bien mutualisable qu'est la santé. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Bonjour Philippe, c'est un plaisir de te revoir. Vivre, comme tu sais sans doute, c'est prendre des risques. Manifestement, sinon on reste dans son lit, on est encore un peu vivant et probablement qu'il y a des risques. Mais enfin, il y a surtout, on peut distinguer deux types de risques. Il y a les risques que l'on choisit et les risques que l'on subit. Et par rapport à ma santé, je peux effectivement choisir des risques, librement m'engager dans des activités risquées, comme le saut en parachute, la traversée des pôles à pied, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais très souvent, on ne choisit pas vraiment les risques de santé que l'on court. On les subit soit de la part d'activités d'autrui, par exemple la fumée passive, c'est un exemple classique, soit des accidents de la vie, je peux attraper la grippe ou la Covid-19, soit encore, il y a le déterminisme naturel, j'ai peut-être des mauvais gènes, des gènes délétères qui vont faire que je vais tomber plus facilement malade que quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à la gestion de ces risques, on pourrait penser assez spontanément que quand je choisis un risque, c'est ma responsabilité individuelle, mais quand je subis un risque, je n'y suis pour rien. Ça devrait être du ressort de la solidarité sociale, autrement dit, des assurances comme la LAMAL. Alors, on voit qu'il faudra trouver un moyen d'articuler, si on veut, la responsabilité individuelle et la responsabilité sociale, la solidarité sociale. Comment est-ce que tu vois le rapport entre les deux? Alors, tout d'abord, la problématique du risque choisi, elle n'est pas du tout évidente. Parce que, par exemple, si tu parles des gens qui boivent trop d'alcool ou ce genre de choses, la question de savoir si c'est un choix personnel ou une maladie n'est pas du tout évidente. Et la doctrine, si j'ose dire, médicale est plutôt pour dire que c'est une maladie et donc qui devrait tomber dans la solidarité. En ce qui concerne la solidarité, on a quand même un système qui est assez large de couverture. Évidemment, on aimerait toujours que ce soit plus large. Mais si on prend ce qu'on appelle pudiquement le catalogue des prestations couvertes par la LAMAL, il est quand même tout à fait large par rapport à d'autres systèmes. Maintenant, il ne couvre pas absolument tous les risques. Par exemple, il ne couvre pas le risque d'être dans une chambre à 4 lits ou à 6 lits. Vous voyez, ça, c'est un risque qui peut paraître un petit peu risible ou léger, mais qui peut être assuré. Tu veux dire qu'on peut s'assurer concernant le nombre de lits dans une chambre? Oui. Oui, l'assurance complémentaire d'hospitalisation, c'est notamment une assurance contre le fait d'être dans une chambre commune à l'hôpital. On s'assure contre ce risque et donc on se retrouve dans une chambre à 1 ou 2 lits. J'évoquais ça en plaisantant à moitié, mais c'est un des risques effectivement assurés. Tout à fait, je n'avais pas compris. Je me suis demandé si les familles nombreuses, pouvaient s'assurer contre le fait de devoir dormir avec ses frères et sœurs ou non. Non, c'est seulement en cas de séjour hospitalier. Voilà. Donc effectivement, tout n'est pas couvert. Là, tu prends l'exemple, on dit souvent ce que les complémentaires couvrent, c'est l'hôtellerie. Les soins restent les mêmes. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai
C'est vrai, oui et non. Parce que alors c'est une jurisprudence assez mouvante, il y a eu un changement du financement hospitalier. Tout d'abord, il faut dire que dans le domaine ambulatoire, oui, on considère qu'il n'y a quasiment pas de place pour une prestation supplémentaire, on appelle ça en allemand les echte Mehrleistungen. Les prestations supplémentaires aux prestations de base n'existent quasiment pas, parce que le raisonnement, c'est de dire les soins du docteur, que vous soyez bien assuré avec une assurance complémentaire ou avec seulement la LAMAL, c'est les mêmes soins. Et donc, il ne peut pas y avoir de surcoût. Je te rappelle, qu'avant la LAMAL, il y avait encore le tarif privé de l'AMG. Vous alliez chez le docteur, en ambulatoire, il pouvait vous appliquer un tarif plus cher si vous étiez mieux assuré. C'est fini depuis la LAMAL et depuis la protection tarifaire. Là, je parlais de l'ambulatoire. Maintenant, si on passe dans le domaine stationnaire, hospitalier, alors les prestations qu'on peut assurer en complémentaire, c'est effectivement l'hôtellerie, il y a un meilleur magazine, il y a l'écran de télévision est plus large, ce genre de choses qui paraissent assez futiles. Mais il y a une autre prestation qui est couverte, c'est celle de choisir le médecin qui vous suit. Parce qu'au fond, la LAMAL a une vision un petit peu monolithique, c'est-à-dire que le choix du prestataire LAMAL est libre. Le problème, c'est que contrairement à l'ambulatoire où vous allez chez un médecin que vous choisissez le médecin en tant que prestataire, et puis vous le choisissez librement. Lorsque ça devient stationnaire, la seule chose que l'assuré LAMAL peut vraiment choisir, et encore il y a des limitations, c'est l'hôpital. Et à l'intérieur de l'hôpital, c'est une boîte noire, et le patient ne peut pas choisir quel médecin va prendre les décisions sur son traitement. Et c'est là qu'il existe une petite ouverture pour une prestation complémentaire qui est celle de choisir le médecin à l'intérieur de l'hôpital qui va vous traiter. Alors, si vous pouvez choisir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et tout ça, eh bien, cette prestation, ce choix est couvert. Mais ce sont les deux prestations principales qui sont couvertes par l'assurance complémentaire. On entend dire parfois aussi que les queues d'attente sont différentes. Si j'ai une complémentaire, je peux me faire opérer plus vite que si j'en ai pas, ce qui serait aussi une différence dans les soins. Alors ça, c'est une réalité dans d'autres pays, par exemple en Angleterre et tout, c'est largement le cas. Ça commence à être un petit peu comme ça chez nous, mais c'est pas encore extrêmement marqué. C'est juste. Vous trouverez plus facilement un chirurgien qui travaille en privé, qui peut vous prendre rapidement que si vous devez faire la queue pour une prothèse de hanche au service d'orthopédie des Hugues. Mais je ne pense pas que ce soit encore dans une même mesure que dans d'autres systèmes. Donc, ce serait lié au choix du médecin. En fait, la possibilité de choisir son médecin fait en sorte que le médecin m'opérera plus vite. Correct. Oui. Mais bon... S'il a de la place, ça se peut aussi qu'il peut y avoir une attente. Si vous choisissez un chirurgien très, très réputé qui a trop de travail, il vous fera aussi attendre. Mais disons, de manière générale, vous avez plus de choix en privé, et puis ça fait un petit peu partie de l'offre de ce genre d'établissement d'avoir un confort meilleur, un accès plus rapide aux soins. J'ai d'ailleurs vu parce qu'aujourd'hui, il y a une grande discussion par rapport aux réelles prestations offertes par les assurances complémentaires. Et puis, j'ai vu qui commence à faire flotter ça. Je ne sais pas si c'est entré vraiment dans la pratique, mais je sais que ça a été discuté avec les assureurs, du genre assurer une espèce de voie directe pour que ça aille plus vite, prise de rendez-vous, faciliter ce genre de choses. Je ne sais pas toutefois si le système va reconnaître ça comme une réelle prestation. Mais bon, quand on parle de différence dans l'hôtellerie, alors on peut évidemment préférer avoir des petits plats mieux mijotés que d'autres. C'est vrai que la gastronomie hospitalière est probablement pas la meilleure sur la place genevoise. Mais, voilà. Mais quand ça commence à toucher les soins, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose comme une discrimination? Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que les derniers développements qu'on considère en ambulatoire comme en stationnaire, que les soins sont les mêmes. Et au fond, le système, aujourd'hui, c'est en train de se négocier maintenant entre assureurs et établissements et tout ça. Le système consiste à dire que le coût des soins de l'opération est le même en LAMAL et en privé, parce que c'est couvert par la LAMAL.
La seule chose qui n'est pas couverte, c'est ces prestations supplémentaires authentiques, Echte Mehrleistungen, où c'est le choix du médecin. Et tout. Alors évidemment, à travers le choix du médecin, évidemment, si vous devez avoir une intervention chirurgicale compliquée ou risquée, vous aimez mieux avoir un chirurgien qui a beaucoup d'expérience qu'un chirurgien qui est peut-être en première année de chef de clinique et qui a beaucoup moins d'expérience. Comment valoriser cela? C'est difficile, parce que le soin, à la fin du compte, est le même. Simplement, la tranquillité d'esprit, peut-être je ne sais pas si on peut parler de satisfaction, de celui qui se paye, l'expérimenter est plus grande. Ça, effectivement, bon, ça c'est en fin de chaîne quand je suis malade, hein, quand je dois me faire hospitaliser. Mais en amont, il y a aussi la question de la façon dont la LAMAL est financée. C'est-à-dire qu'il y a la question de la manière dont on s'assure soi-même. Il y a un système en Suisse où on paye une quote-part, hein, où il y a des franchises, etc. Est-ce que cela ne va pas aussi dans le sens d'une certaine, disons, on emploie le terme de discrimination un peu à tort et à travers maintenant, mais en tout cas, de traitement différencié qui serait peut-être difficile à justifier? C'est juste. La question des franchises à option, hein, comme on les appelle, moi, m'a toujours fait penser au dicton de prête qu'aux riches. Parce qu'au fond, si vous choisissez une grande franchise, c'est 2500 francs, vous transformez en quelque sorte, c'est pas au franc près, c'est pas au marle franc, mais en quelque sorte, vous transformez une certitude de payer un certain montant en prime chaque année, qui est la réalité des gens qui ont une petite franchise, en une incertitude, c'est-à-dire que les 2500 francs, vous les payez que les années où vous êtes malade. Toutes les années où vous n'êtes pas malade, vous les gardez. Mais en fait, la différence entre les deux systèmes, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir 2500 francs d'avance et d'autres qui ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis on ne prête qu'au risque, c'est-à-dire que si vous avez sur votre compte suffisamment d'argent pour, cas échéant, assumer ces 2500 francs qui vous arrivent dessus, eh bien, vous prenez la franchise, la haute franchise. Tandis que si vous n'avez pas ces 2500 francs d'avance, vous ne pouvez pas et vous payez chaque année. Effectivement, ça paraît faire une différence. Mais alors, bon, d'habitude, on entend justifier par le fait que enfin, les franchises, ça favorise la responsabilité personnelle, puisque si j'ai une franchise, je regarderai à deux fois de recourir à des prestations médicales inutiles ou quelque chose... Je ne suis pas sûr que c'est la réalité, si j'en crois mes confrères, qui, vers la fin de l'année, ont une multiplicité d'urgences. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'année, les gens ont mangé leur franchise, si j'ose dire, puis sur novembre, décembre, eh bien, ils ne payent plus rien parce que la franchise a déjà été payée. Et si vous demandez à n'importe quel praticien qui a un cabinet, il vous dit novembre, décembre, c'est l'enfer, tandis que janvier, c'est le calme plat. Tout simplement parce que les gens font ce calcul. Ouais. Alors, une autre chose que simplement la franchise, c'est la quote-part. La quote-part, en principe 10% en ambulatoire que les gens. Et il y a un maximum, non? Il y a un maximum, c'est jusqu'à, si je ne m'abuse, 700 francs par année. Eh bien, pour une frange non négligeable de notre population, ces 10% sont un obstacle. Et il y a des gens qui ne veulent tout simplement, malgré tout notre magnifique système de santé, notre magnifique système LAMAL, il commence à devenir une réalité pour une proportion non négligeable de la population de gens qui ne vont pas chez le médecin, parce que de payer les 10%, même si c'est quelques dizaines de francs, c'est un problème pour eux de payer. Et là, il y a des questions à se poser. Donc, si je te comprends bien, la solidarité de notre système est quand même relative. Je pense que la solidarité de notre système est très importante. Ça, c'est mon avis personnel, je ne fais pas de politique. Elle est très importante, mais elle a ses limites, je dirais, pour les gens qui ont les revenus les plus bas. Et par exemple, dans un système à la française où tout est pris en charge d'une certaine manière et il n'y a pas de cotisation puisque c'est prélevé d'une autre façon sur les salaires. C'est prélevé quelque part, oui. Tout à fait. Les soins ne sont pas gratuits. Non. Mais là, ils ont un système où véritablement la prise en charge paraît beaucoup plus solidaire. Est-ce que tu penses qu'aller vers ce genre de système serait une bonne chose ou est-ce qu'il y a des gros inconvénients aussi? Alors, je ne suis pas un spécialiste du système de la sécurité sociale française. Je n'ai pas l'impression que ce soit un système qui responsabilise beaucoup les gens. Je pense que le Suisse responsabilise quand même un peu plus les personnes. Mais vous voyez, la santé, les systèmes de santé, les systèmes d'assurance
sont un sujet qui devient tellement complexe que je n'ai pas la prétention d'avoir la solution. Mon gut feeling, si j'ose dire, je ne suis pas convaincu que le système excusez-moi pour le truc en anglais, mais le all-inclusive français, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment meilleur que le suisse. Oui, tu viens de parler quelques mots en anglais, on pourrait aussi parler du système anglais, du système américain. Effectivement, on se rend compte que la solidarité, disons, sociale est très variable selon les pays. Moi, j'aimerais juste vous dire une expérience personnelle. J'ai dû une fois être hospitalisé dans une chose de réadaptation après une lourde opération. À côté de moi, il y avait un paysan qui avait une greffe de cœur par un des plus célèbres chirurgiens de Suisse, voire d'Europe. Et lui, je peux vous dire qu'il était assuré en la malle. Ça, c'est des faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parfait, il y a des trous, notamment tout en bas de l'échelle, mais c'est quand même un système qui assure quelque chose que peu de pays ont. C'est vrai, on a tendance à se comparer à ceux qui ont, entre guillemets, mieux, mais il faut se comparer peut-être des deux côtés de l'échelle. Les deux côtés. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Bernard.